Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'espace Agora. Nous allons poursuivre notre programme de conférences organisé par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que la BPORA, à travers sa filiale Banque de la Transition Énergétique, est partenaire du Sommet de l'Élevage sur cet espace Agora, un lieu où vous pouvez rencontrer des experts techniques, des experts financiers sur les sujets de la transition écologique et transition énergétique. Donc on a tout un programme pour vous apporter des connaissances et des informations concrètes sur divers sujets. Et le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est celui du photovoltaïque. Alors comment réaliser et financer un projet de toiture photovoltaïque ? Eh bien, pour y répondre, merci d'accueillir avec moi Audin Soireau, qui est responsable du service accompagnement ENR au sein de la BTE. Bonjour Audin. Bonjour. Et Clément Redon, chargé d'affaires chez Terre et Lac. Bonjour Clément. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors vous allez le voir, le cœur de la mission de la BTE, c'est vraiment d'accompagner, de financer des projets de transition énergétique. Audin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la BTE et sur son fonctionnement ? Oui, alors je vais faire un petit peu d'historique, mais ça va être assez rapide. La Banque de la Transition Énergétique, ça a été lancé le 15 septembre 2020, voilà, au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment une entité régionale aujourd'hui. On est parti de deux constats principaux. Le premier, avec deux ambitions. Le premier, c'était de pouvoir permettre à nos épargnants de donner du sens à leur épargne. On avait de plus en plus de clients qui venaient nous voir et qui nous demandaient, en tant que banquier, ce qu'on faisait de l'argent qui était placé chez nous. Et notamment, est-ce qu'on s'en servait pour financer la transition énergétique ? La banque, c'est une grosse machine. On a des milliards de crédits d'un côté, des milliards d'épargne de l'autre, mais on n'était pas en capacité de tracer le financement des crédits grâce à une certaine épargne. Donc on savait qu'on avait financé des milliards de crédits, mais on ne pouvait pas dire qu'on a financé plus de transition énergétique que d'autres activités. Vu que c'était une demande de plus en plus importante de nos clients, on a réussi à trouver une solution et pour ça, on a lancé des gammes de livrets d'épargne qui sont dédiées à la transition énergétique, pour lesquelles on va garantir la traçabilité de l'utilisation de cette épargne sur des financements de transition énergétique. Et pour pouvoir y arriver, en fait, c'est qu'on les a isolés dans des comptes spécifiques au sein de la banque, ce qui permet vraiment de l'isoler du reste de l'épargne. Et on fait pareil avec des financements qu'on a la capacité de tracer et d'isoler au sein du bilan de la banque. Comme ça, on a de l'épargne qui est dédiée à la transition énergétique, des crédits bien spécifiques, dans des comptes bien spécifiques, et ce qui nous permet d'assurer cette traçabilité et d'être sûr qu'on utilise cette épargne sur ces financements-là et pas sur d'autres typologies de financement. Donc aujourd'hui, on a financé un peu plus de 350 millions d'euros de crédits sur le territoire depuis septembre 2020, grâce à un peu plus de 350 millions d'euros d'épargne. Le deuxième constat, la deuxième ambition, c'était de faire BPORA un acteur de référence sur le financement de la transition énergétique sur notre territoire. On est parti d'un constat en interne, c'est que c'est des sujets qui sont spécifiques, qui nécessitent des compétences spécifiques et qui ne se regardent pas comme le financement d'un tracteur, par exemple. Et le banquier, il est simple dans son mode de fonctionnement. Quand il ne connaît pas un sujet, il a peur. Et quand il a peur, il ne finance pas. C'est aussi simple que ça. Donc il fallait qu'on puisse comprendre ces projets-là pour pouvoir les financer sereinement. Et donc on a monté une équipe en interne. On a été formé spécifiquement pour pouvoir analyser, étudier ces financements-là avec des compétences techniques. Donc nous, on va réétudier les projets. On va refaire des analyses de productibles. On va vérifier le matériel qui est installé. On va faire pas mal de choses. L'objectif, c'est de rassurer le banquier quand il va faire le financement et deux, aussi de pouvoir apporter des conseils supplémentaires à nos clients et de pouvoir les orienter sur certains sujets ou pas. Donc au niveau de l'apport, j'en ai parlé, on a l'épargne verte et traçable, on a la partie expertise, on a des offres de financement qui sont adaptées et dédiées, donc à travers des prêts verts ou du crédit bail, on a différentes typologies de financement. Et l'autre partie qui est très importante pour nous, c'est la partie partenariat avec des acteurs de la transition énergétique. Nous, on reste que des banquiers, on n'est pas des énergéticiens. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un service complet à nos clients, que ce soit pour la partie installation photovoltaïque, par exemple, et ensuite le financement. Et pour ça, il fallait qu'on noue des partenariats. Et l'objectif de ces partenariats, c'est de pouvoir donner, entre guillemets, une offre clé en main à nos clients. Sur nos champs d'action, on a 3 champs d'action principaux. Donc la transition énergétique, c'est assez large, mais on va retrouver les énergies renouvelables d'un côté, avec le photovoltaïque, la méthanisation, on en a parlé tout à l'heure, les centrales hydroélectriques ou les centrales éoliennes. On peut retrouver aussi tout ce qui est chaleur renouvelable. On va avoir toute la partie performance énergétique et environnementale. On retrouve pas mal de choses à l'intérieur, mais globalement, on va retrouver tout ce qui est efficacité énergétique de l'habitat individuel, donc la rénovation de vos maisons, la rénovation des bâtiments publics, des bâtiments des collectivités, tout ce qui va être lié à l'écomobilité,
la rénovation aussi des processus industriels, avec des systèmes de récupération de chaleur, par exemple. Et le dernier champ d'action, ça va être la partie innovation. Donc là, c'est qui aujourd'hui sont des technologies qui ne sont pas encore tout à fait matures, et donc ça va être lié notamment ça va tourner autour de l'hydrogène et du stockage d'énergie. Donc je vous en ai parlé rapidement, mais on a tout un réseau de partenaires aujourd'hui pour offrir d'avoir des offres clés en main à pouvoir proposer à nos clients, donc c'est-à-dire de la partie études, démarches administratives, récupération des aides quand il y en a, réalisation du projet, financement, etc. Donc on va avoir des partenaires sur la partie production d'énergie photovoltaïque avec des installateurs photovoltaïques qu'on aura nous audités en interne sur la partie qualification réglementaire, financière, assurantielle, etc. L'objectif, c'est de pouvoir proposer des partenaires qui sont de qualité. On en aura d'autres sur la partie efficacité énergétique pour l'étude sur des sites industriels ou sur des bâtiments industriels. On peut proposer aussi des entreprises qui font des négociations de contrats d'achat. Je pense qu'il y en a sûrement beaucoup qui ont dû passer par là. Vu les prix de l'électricité ces dernières années, il y avait quand même des gros sujets. Et pour tout ce qui est récupération d'aides publiques aussi, avec des valorisations de C2E ou aller à la recherche de subventions diverses et variées, on connaît des acteurs qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. Je vais passer rapidement sur ces slides parce qu'après, on en parlera un petit peu plus longuement. Mais globalement, rapidement sur le contexte réglementaire, il y a des nouvelles obligations aujourd'hui qui ont été mises en place. Alors, soit d'installation de panneaux photovoltaïques, là on n'a parlé que de ça, mais il y a aussi de couverture végétale des toitures. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, on va s'orienter sur la partie photovoltaïque. Donc, depuis le 1er juillet 2023, pour des bâtiments commerciaux ou des bureaux, en fonction d'un certain nombre de mètres carrés, il y a des obligations d'installer des panneaux photovoltaïques ou un couvert végétal. Pareil pour les parkings. Et il y a un décret tertiaire aussi pour les bâtiments tertiaires qui impose des réductions de consommation d'énergie de manière assez importante dans les années qui arrivent. Et donc ça, il faut être en capacité de l'anticiper. Sur les modèles économiques, sur le photovoltaïque, globalement, il y a 3 typologies de valorisation pour l'électricité qui va être produite. La première, c'est vous vendez l'intégralité de votre électricité via un contrat d'achat. Donc soit c'est un contrat d'achat qui est garanti par l'État et qui est vendu à EDF sur une durée de 20 ans. Ça peut être des PPA. Aujourd'hui, on entend pas mal parler de projets PPA. Ça se développe. On peut avoir de l'autoconsommation totale, mais c'est des sujets qui sont assez rares aujourd'hui. On va plutôt être sur de l'autoconsommation avec vente du surplus. Nous, en tout cas, la majorité des projets qu'on voit aujourd'hui sont plutôt sur cette valorisation-là. En modèle d'investissement pour le porteur de projet, il y en a 2. Soit il peut investir en propre sur ses activités existantes, créer une société spécifique ou sur son GAEC, par exemple. Et ça peut être aussi un modèle de tiers investissement, c'est-à-dire de location de toiture à un investisseur qui va gérer le projet, qui va vendre l'électricité, qui va verser un loyer aux porteurs de projet. Une petite notion, en fonction des puissances, vous êtes soit sur un guichet ouvert, c'est-à-dire où EDF a l'obligation de racheter votre électricité sur un tarif qui est connu à l'avance et sur une durée de 20 ans. Ça, c'est pour les centrales qui font moins de 500 kW crête. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 2500 mètres, 3000 mètres carrés de toiture. Et pour les projets qui font plus de 500 kW crête, c'est un autre mécanisme, c'est de l'appel d'offres. Et là, donc, il faut répondre à un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, proposer un tarif. Enfin, c'est un schéma qui est différent avec des contraintes qui sont un peu plus importantes. Là, c'était pour vous donner un exemple d'un projet, on va dire classique en région, mais l'idée, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Une puissance installée de 100 kW crête, c'est à peu près 500 mètres carrés de toiture. Ça va être à peu près 120 MWh par an. Un coût d'investissement aux alentours de 100 000 euros, entre 80 et 120 000 euros, ça dépend du coût des matières premières. Ça va représenter à peu près 3 000 euros de charges d'exploitation. Quand vous installez des panneaux, il faut payer un mainteneur, il faut payer un assureur, il y a des taxes à payer. Peut-être un comptable si vous créez une nouvelle société dédiée. Mais globalement, on va être aux alentours de 3 000 euros. Après, ça peut varier bien évidemment, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Tout ça pour générer à peu près un peu moins de 15 000 euros de chiffre d'affaires. Encore une fois, ça dépend de votre orientation, de votre emplacement sur le territoire. Une centrale ne va pas produire la même chose à Gap qu'à Clermont-Ferrand. Et au niveau de la partie autoconsommation, là, ça va vraiment dépendre en fait, de votre profil de consommation, ce que vous consommez, quand est-ce que vous le consommez, est-ce que c'est en lien avec la production photovoltaïque ou pas. Sur les modalités de financement, j'en ai parlé rapidement, mais en gros, ça peut être de l'investissement en propre, donc soit du financement directement sur votre entreprise, soit ça peut être du tiers investissement, et je crois que tu en reparles un petit peu, donc je vais passer rapidement.
ça, c'est un schéma. Je ne vais pas l'expliquer dans le détail. Après, si vous avez des questions sur l'autoconsommation, je pourrais y répondre. Mais en tout cas, c'était pour vous présenter un schéma d'autoconsommation avec une société d'exploitation au milieu qui va être propriétaire des panneaux photovoltaïques et qui va autoconsommer l'électricité qui est produite, potentiellement revendre le surplus auprès d'EDF, et ensuite le financement qui est réalisé sur la banque un petit peu au-dessus. Il y a un deuxième schéma, c'est un modèle de vente du surplus avec un investissement, entre guillemets un tiers investissement, mais en interne, c'est-à-dire la SCI qui finance les panneaux photovoltaïques, et l'autoconsommateur, donc la société d'exploitation, le GAEC, peu importe, qui lui va autoconsommer. C'est un schéma spécifique, il faut bien l'avoir en tête, parce qu'on en voit de plus en plus de projets montés comme ça. C'est-à-dire que celui qui va financer les panneaux, ce n'est pas celui qui va profiter des kilowattheures produits. Et là, c'est des schémas spécifiques, il y a des contrats de location de matériel à mettre en place. Celui qui va être propriétaire des contrats, notamment de revente d'électricité pour la partie surplus, ça ne va pas être celui qui va financer, donc ça ne va pas être la SCI, ça va être l'autoconsommateur. C'est des schémas particuliers. Sur le papier, ça peut paraître simple, mais quand vous allez chercher un financement derrière, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous, derrière, on ne porte pas les mêmes risques, donc il faut juste bien avoir en tête, si jamais vous envisagez ces schémas-là, ça se fait, mais ce n'est pas aussi simple que de l'autoconsommation classique. Voilà pour ma partie, je vais laisser la place à Clément. Merci Odin, donc je vous laisse donner le micro, la petite télécommande. Pour Clément Redon, donc je rappelle que Clément est chargé d'affaires chez Terre et Lac. Alors Terre et Lac, c'est une structure qui existe depuis 2009. Et la mission de Terre et Lac, c'est de créer des centrales solaires dans le milieu agricole et industriel, que ce soit sur les toitures ou sur le sol. Tout à fait. Merci Odin pour cette transition. Donc Terre et Lac, effectivement, nous sommes une société lyonnaise, partenaire de la Banque Populaire et de la BTE. Donc je vais parler aujourd'hui en tant que photovoltaïcien. Donc je vais vous amener quelques précisions, modalités sur comment fonctionne une centrale photovoltaïque, qu'est-ce qui est intéressant pour vous, ce à quoi il faut faire attention. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions, il y a un temps d'échange après. Alors le photovoltaïque, comment ça marche ? Il y a deux chemins que l'électricité générée par votre centrale photovoltaïque peut prendre. Le premier, c'est un modèle historique qui représente environ 90% des centrales photovoltaïques qui existent. C'est ce qu'on appelle le modèle en injection. C'est-à-dire que l'électricité que va générer votre centrale, elle est dans son intégralité réinjectée sur le réseau qui appartient à Enedis et ensuite rachetée par EDF OA, obligation d'achat, dans le cadre d'un contrat qui va lier le propriétaire de la centrale à EDF pendant 20 ans. L'intérêt de ce modèle-là, c'est que vous allez pouvoir piloter un investissement simple, dans le sens où vous savez combien va vous coûter votre centrale et vous savez ce qu'elle va vous rapporter. Le tarif d'achat aujourd'hui est d'environ 13 centimes. Donc le photovoltaïcien va vous dire, monsieur, votre centrale d'une puissance de X va réinjecter sur le réseau tant de kilowattheures qui vont être rachetés par EDF à 13 centimes pour l'instant. Ce tarif évolue et il fluctue. Quand le photovoltaïque s'est développé en France, les premiers contrats dans le modèle injection, on parlait de 65-67 centimes. Aujourd'hui, le rachat est plutôt à 13 centimes. Le deuxième chemin que peut prendre l'électricité générée par votre centrale, c'est l'autoconsommation. Et ça se développe de plus en plus depuis les événements qu'on connaît et la crise énergétique. Donc l'électricité que va générer la centrale, elle va repartir dans votre bâtiment, votre usine. Elle va alimenter votre besoin en électricité. Et s'il y a du surplus, il va repartir sur le réseau Enedis et EDF vous rachètera le surplus qu'a généré votre centrale. Le modèle en autoconsommation a un double avantage, c'est que vous avez une ligne économie sur facture et une deuxième ligne chiffre d'affaires si vous générez du surplus. L'autoconsommation, ça marche très fort dans le milieu industriel parce qu'il y a des besoins en énergie, en consommation qui sont importants et un prix d'achat de l'électricité qui a fait x3 ou x4. Dans le milieu agricole, l'autoconsommation se développe un petit peu moins puisque les besoins en consommation et en énergie sont autres et sont différents. Alors à part quand on va parler de projets en méthanisation. Et puis surtout, selon la puissance de votre abonnement, vous avez un bouclier tarifaire. Ce bouclier tarifaire vous permet de bénéficier de prix régulés et encadrés. Donc autrement dit, l'autoconsommation peut être intéressante si vous achetez cher votre électricité. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux tout revendre et valoriser dans le modèle en injection
à 13 centimes avec EDF pendant 20 ans. Je reviendrai sur carbone juste après. Les intérêts et les prérequis du photovoltaïque, les intérêts, c'est financer ou rénover vos bâtiments. Je vous présenterai plus tard les offres qu'il existe dans le milieu agricole. On parle de financement de bâtiments agricoles, bâtiments de stockage par exemple. Valoriser votre patrimoine ou votre exploitation. Le jour où vous déciderez de vendre une exploitation qui sera équipée de centrales photovoltaïques qui vont générer un chiffre d'affaires ou qui vous auront permis de rénover l'intégralité de votre toiture, vous tirez toujours plus de bénéfices que si vous vendez en l'état une exploitation qui n'est pas équipée. Assurez-vous une rente garantie et pérenne sur 30 ans. Alors il y a une subtilité. Je vous ai parlé du chemin que peut prendre l'électricité et après il y a deux modèles dans le photovoltaïque. Vous avez un modèle où le photovoltaïcien va vous vendre la centrale. Ça coûte tant, ça rapporte tant. Et il y a un autre modèle où le photovoltaïcien va venir financer lui-même la centrale photovoltaïque sur votre bâtiment. L'intérêt de ce modèle-là, c'est que ça ne vous coûte pas un centime. Et le photovoltaïcien s'occupe absolument de tout. Il va collecter directement les bénéfices générés par la centrale, donc revendus à EDF à 13 centimes, et il vous reverse un loyer en guise de location de toiture. Pour nous, chez Terre et Lac, le loyer il est versé sur 30 ans. Pourquoi 30 ans? Parce que c'est la durée du bail qui va nous lier ensemble. Un bail amphithéotique. Et si vous financez vous-même la centrale, vous avez un contrat d'achat qui est de 20 ans. Une centrale photovoltaïque, aujourd'hui, ça produit de l'électricité pendant 35 à 40 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe à 20 ans quand on a fini et qu'on sort du contrat d'achat avec EDF obligation d'achat? Personne ne pourra vous dire dans 20 ans ou dans 21 ans, pour le coup, combien EDF vous rachètera l'électricité. Il y a plusieurs scénarios. Ils pourront vous proposer une extension de ce contrat d'achat, peut-être de 5 ans, peut-être de 10 ans, avec un tarif en vigueur à ce moment-là. Peut-être que vous pourrez directement revendre l'électricité auprès d'agrégateurs ou de courtiers en énergie directement sur le marché. En tout cas, gardez à l'esprit qu'un projet photovoltaïque, ça va se financer aujourd'hui en 8 ans, 10 ans, que vous avez 20 ans de rente pérenne et que vous aurez encore 20 ans de revenus minimum générés par votre centrale. Sur les prérequis, aujourd'hui, il faut forcément être propriétaire du bâtiment ou de la parcelle, avoir une surface de toiture existante ou à venir de 1200 m². Donc ça, on en rediscutera, ça dépend des puissances et des positionnements que chaque photovoltaïcien peut avoir. 100 kg, c'est environ 550 m² de panneaux photovoltaïques. Donc avec les marges et les pertes qu'on a en toiture, ça correspond à environ 650 m² de toiture. 1200 m², on parle de centrale d'une puissance de 300 kg. Gardez à l'esprit que la rentabilité dans un projet photovoltaïque, elle est définie par l'électron, le kilowattheure. Plus vous allez en générer, plus votre investissement sera intéressant et source de revenus. Pourquoi? Parce que c'est ce kilowattheure qui est valorisé, ou dans le cadre de l'autoconsommation, ou dans le cadre de sa revente à EDF. On travaille aussi beaucoup sur le sol. Ça se développe de plus en plus. Donc, pareil, si vous souhaitez qu'on échange un peu plus en détail, on a un stand juste derrière. Les différents modèles économiques. Donc, le modèle clé en main, le photovoltaïcien vous vend une centrale. Vous savez combien ça coûte, vous savez combien ça vous rapporte. Chez Terre et Lac, on est contractant général, donc on s'occupe absolument de toutes les étapes de votre projet. Les démarches avec EDF, avec Enedis et la maintenance de votre centrale. Le bail amphithéotique, c'est ce que je vous présentais précédemment. Le photovoltaïcien vient sur votre exploitation, sur votre bâtiment agricole ou industriel, finance la centrale et vous reverse un loyer. Plus on a de puissance, plus on génère de kilowattheures, meilleures les recettes de la centrale sont. Et par conséquent, meilleur le loyer que l'on va pouvoir vous verser sera. Donc, soult ou loyer. La soult, c'est une somme d'argent qu'on va vous verser au moment de la signature du bail. Elle vous est versée une fois. Et le loyer, lui, est versé à date anniversaire pendant 30 ans. Le bail à construction, donc là, le photovoltaïcien va venir financer un bâtiment agricole, fondation, charpente, couverture. Comment ça se passe? Pour faire très simple, c'est un juste équilibre à trouver entre ce que va nous coûter, nous, la centrale photovoltaïque à développer. Et dans ce coût de la centrale, on va venir directement y ajouter le coût du bâtiment. On a un réseau de partenaires, de charpentiers, avec lesquels on travaille pour travailler au mieux les offres. Les paramètres importants sur ce genre d'offres, c'est l'altitude
du terrain et de la parcelle. Plus il y a de l'altitude, plus le bâtiment va être onéreux, les charpentes vont devoir être renforcées. Donc c'est un paramètre important. Le deuxième, c'est le raccordement au réseau Enedis. Si on est dans une parcelle qui est complètement isolée, si le coût raccordement est trop important, bien ça va venir dégreffer la capacité financière du projet. Et le troisième point, c'est ce que nous on appelle le productible dans le métier. Ça va être le nombre d'heures d'ensoleillement du projet. Effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, le sud de la Corse, à puissance identique, votre centrale va générer plus de kilowattheures que si on travaille au nord de Clermont-Ferrand. Alors il y a une petite foire aux questions qu'on pourra lister ensemble, ou si vous avez des questions, on les prendra. Avant, je voudrais vous parler de Carbone. Carbone, donc c'est un projet qui est porté par le président de Terre et Lac. C'est la première gigafactory de production de panneaux solaires made in France. Et quand je vous dis made in France, c'est de la fonte du silicium, qui est le matériau de base dans la construction d'un panneau, jusqu'à l'encapsulage des cellules et la commercialisation et le réseau de distribution des panneaux. Aujourd'hui, 80 à 90% de la production de panneaux photovoltaïques, elle est asiatique. Ils font du très bon boulot, les Asiatiques. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a des centrales avec des prix qui sont intéressants pour nous en tant que photovoltaïciens quand on vous fait de la location de toiture et pour vous en tant qu'investisseur quand vous achetez la centrale. Environ 40 à 45% d'un capex, d'un coût, d'un prix de vente de la centrale est défini par le prix des panneaux photovoltaïques. Donc la volonté, si vous voulez, de Terre et Lac sur ce projet-là Carbone, c'est tout simplement de réindustrialiser la France et d'avoir du panneau made in France avec des coûts compétitifs. Il y a la foire aux questions, je ne sais pas si on la déroule ou si vous avez des questions dans la salle. Donc là, c'est des petites questions que je vous ai listées qui reviennent souvent, qu'on peut entendre. On peut peut-être en prendre quelques-unes et puis après donner la parole au public sur celles qui te semblent les plus pertinentes Oui. dans la foire aux questions. Alors, mon bâtiment n'est pas exposé plein sud, est-ce pénalisant? Ça revient souvent. Alors, comme je vous l'expliquais précédemment, la rentabilité d'un projet photovoltaïque est définie par l'électron et donc le kilowattheure. Plus on en génère, plus c'est intéressant puisque c'est ça qu'on valorise. Et qu'est-ce qui fait qu'on va en valoriser le plus? Ce n'est pas tant l'exposition de votre bâtiment, mais c'est plutôt la puissance de votre centrale. Donc il est plus important de venir privilégier la puissance et les mètres carrés de votre toiture que de savoir si c'est un pan qui est sud-est, nord-ouest ou est-ouest. Dans nos offres financières, donc le productible, c'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement, pour faire simple. Ce sont des relevés météorologiques. C'est une valeur exprimée en nombre d'heures qu'on multiplie par la puissance de votre centrale et on en définit sa production. Et on fait une moyenne des différentes inclinaisons de vos toits. Donc si on a du nord, si on a de l'est, c'est bien lissé et la production de votre centrale prend en compte ces éléments-là. Donc non, l'exposition d'un bâtiment n'est pas l'élément le plus important. Et oui, on pose des panneaux photovoltaïques au nord. Si ce n'est pas l'élément le plus important, quels sont alors les éléments clés qu'il faut vraiment bien identifier avant de se lancer dans un projet photovoltaïque? La technique, le bâtiment. Le bâtiment, est-ce que votre bâtiment en l'état peut ou pas recevoir une centrale photovoltaïque? Il y a deux éléments principaux. Le premier, ça va être votre charpente. On rajoute 15 kg au mètre carré. Est-ce que vos charpentes sont dimensionnées pour recevoir ce poids, oui ou non? On fait passer des bureaux de contrôle qui font des notes de calcul. C'est pas à l'œil ou c'est pas je pense que ça passe ou ça va bien. Et la deuxième chose, c'est la couverture. Sur quoi on va venir fixer votre centrale? Donc là, c'est simple. Dans le milieu agricole, c'est ou du fibrociment ou du bac acier. Donc le fibrociment, il est amianté ou non amianté. À titre personnel, enfin, c'est pas à titre personnel, on ne travaille pas sur du fibro-amianté. Je sais qu'il existe des systèmes de fixation vous permettant de poser du photovoltaïque sur un fibro-amianté sans le percer. Moi, alors là, c'est moi que j'engage pour le coup, je vous déconseille de travailler ou de poser une centrale qui, pendant 40 ans, va produire de l'électricité sur un poison lent qui est l'amiante, parce que vous serez contraint à un moment ou l'autre de les enlever. Et l'idéal, c'est le bac acier. Le bac acier, c'est une couverture qui est résistante dans le temps et qui offre les meilleurs systèmes de fixation. Donc voilà, il vaut mieux partir en fait du bâtiment. Est-ce que le bâtiment, oui ou non, peut recevoir une centrale? Est-ce que les panneaux solaires fonctionnent forcément que en été? Enfin voilà, on a toujours aussi cette image de s'il n'y a pas de soleil, ça marche pas. Donc c'est un peu en lien avec l'exposition, mais ouais. Ça marche
en hiver, ça ne marchera pas. Alors, effectivement, la production d'une centrale, elle est boostée l'été, puisque le taux d'ensoleillement, donc le productible, est plus important qu'en hiver. Par contre, c'est pareil. Gardez à l'esprit que c'est la luminosité ambiante qui fait que votre centrale va générer de l'électricité. Donc même un panneau qui est ombragé ou à l'ombre, comme vous voyez la télé derrière ou ma main qui va faire un ombrage sur la toile, ça va avoir un impact sur le panneau, mais il ne va pas produire zéro. Parce qu'il y a quand même une luminosité ambiante. Donc effectivement, l'été, la centrale produira plus et l'hiver, un petit peu moins. Ça va avoir une importance en autoconsommation, principalement. Si vous utilisez l'électricité de votre centrale pour vous. Quand vous êtes en injection sur le réseau Enedis, il y a moins d'importance, puisque vous savez que vous allez injecter à l'année tant de kilowattheures qui vont vous générer tant de chiffre d'affaires. Donc c'est lissé. Très bien. Est-ce que parmi les personnes qui sont présentes, il y a des questions sur ce sujet de la toiture photovoltaïque? J'imagine que oui. Oui, c'est au sujet des contrats avec OA Solaire. Quand les exploitations veulent le faire elles-mêmes, par exemple un GAEC, donc c'est au nom du GAEC, et un GAEC, c'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, ça évolue, il y a des changements de nom. Quand on fait un contrat sur 20 ans, comment est-ce qu'on peut changer le nom sur le contrat? Alors c'est une bonne question. Personnellement, je ne serais pas le bon interlocuteur. Alors, on a un service développement au sein de Terrelac dont ils ont eux spécialisé là-dessus. Je vous apporterai la réponse. C'est vrai que ce contrat qui va vous lier avec EDF-OA vous amène des droits et des devoirs. Et je pense que si c'est qu'une question de raison sociale, il y a peut-être moins d'enjeux. Par contre, il y a des éléments qui sont un peu plus compliqués. Rompre un contrat ou sortir d'un contrat, par exemple, c'est délicat et ça vous coûte. Après, passez nous voir sur le stand, je demande. Il y avait l'histoire aussi du chiffre d'affaires par rapport à l'exploitant. Merci. Oui. Sur la partie chiffre d'affaires, c'est par la partie fiscale que vous vouliez... Je pensais pas. Il me semble que j'ai vu passer que c'était pas un produit agricole, donc il ne faut pas que ça dépasse un certain. Exactement. Alors j'ai plus le seuil en tête, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais j'ai en tête 30%, mais voilà, je suis pas 40. Bon, pas parfait. Merci. Mais effectivement, oui, il faut faire attention. Il faut pas que c'est un bénéfice commercial, hein, la vente d'électricité. Et donc, au sein d'un GAEC ou d'une exploitation, il faut faire attention que ça n'ait pas une part trop importante par rapport aux bénéfices agricoles. Sinon, il pourrait y avoir des requalifications derrière en termes de fiscalité. Donc oui, ça c'est un point important à regarder sur ces projets-là. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question ? Oui, par rapport au poids sur toiture, vous dites qu'on rajoute 15 kg, mais si on est en fibro, on retire les fibros, on met de la tôle qui est plus légère que le fibro, normalement on doit être à peu près au même poids. On gagne du poids. Alors, votre remarque, elle est juste. Il y a un paramètre qui évolue dans le temps, c'est l'assureur et les zones neige et vent qui, elles, ont évolué. Donc effectivement, un fibro amianté, si on le remplace par un bac acier avec un feutre anti-condensation, par exemple, on gagne du poids au mètre carré. Mais si la zone neige et vent et les contraintes au mètre carré de votre zone où est votre bâtiment ont évolué, il n'est pas impossible qu'on vous dise finalement non, ça passe pas. De toute façon, ces questions-là, alors nous on a une décennale sur la pose de nos centrales, il y a un process. Donc on pose une fois qu'on a eu une note de calcul et de structure qui nous atteste que votre charpente elle va bien pour récupérer 15 kg. Même pour vous, votre assureur, il peut vous le demander. Maintenant, il faut dédramatiser ça. Si ce n'est pas le cas, la note de calcul, le bureau de contrôle va émettre des hypothèses pour renforcer votre charpente. Son métier à lui s'arrête là, parce qu'il ne peut pas être jugé parti. Une fois qu'on a ces hypothèses de renfort de charpente, on les fait chiffrer. Vous pouvez vous aussi, le plus on a de devis, le mieux c'est. Et après, on va vous dire, voilà, votre centrale, elle vous coûte tant, elle vous rapporte tant. Bon, malheureusement, il faut renforcer la charpente. On a des devis et on vous dit, voilà, il faut peut-être rajouter 15, 20, 30 ou 40 000 euros. Vous allez perdre un an sur l'amortissement de votre projet. Mais ça reste quand même intéressant. Oui. Parce qu'un fibro, on compte entre 22 et 25 kg du mètre carré, si mes souvenirs sont bons. C'est à peu près ça, oui. Donc, 15, une tôle, 7-8 kg, on reste dans les clous. Mais après, ça dépend des normes, oui. Bien sûr, oui. Ça dépend des normes. Okay, ouais. Et le photovoltaïque, donc le panneau plus le système de fixation, tout ça, c'est 15 kg supplémentaires qu'on vient rajouter. D'accord, oui.
Une autre petite question, quand vous affichez revenus annuels, c'est déduit remboursement? Remboursement. Dans votre exemple sur un 100 kg tout à l'heure, oui, c'était votre... ouais. Non, c'était vraiment du chiffre d'affaires Oui, brut, ouais, d'accord, avant ok, paiement ouais, des c'est charges, ce que- avant remboursement de Oui, crédit. oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Et le remboursement en général, sur combien d'années? Tout va dépendre du projet, s'il y a des Ouais. renforcements de structure, en fonction du prix où vous payez la centrale. Ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Ça Ok, dépend vraiment du projet. Oui, 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 tout à fait, ouais. D'accord. Merci. Mais un projet, après un projet où il n'y a pas de renforcement de structure, il y a juste installé des panneaux, globalement en 10 ans ça peut se financer sans Oui, problème. c'est à peu près ce que je pensais, oui. D'accord. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite réagir, peut-être apporter un témoignage aussi, si vous avez une expérience de vous voulez. Ben oui. Sur les différentes possibilités qui ont été augmentées, il y avait l'histoire de faire les 100 kVA, quoi, car on avait des avantages. Le seul problème, c'était le raccordement. Au départ, le raccordement était gratuit. Maintenant, il est pris qu'à 40%. Et dans un devis, on ne sait jamais si les 40% sont pris. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir 100%? Parce que c'est ça, si on veut vraiment du photovoltaïque en campagne, pour les petites installations, il faudrait que ça soit gratuit pour vraiment... Alors, je suis d'accord avec vous. Nous, personnellement, Terre et Lac, quand on présente un projet investisseur, du coup, où c'est vous qui allez devoir payer, vous acquitter du raccordement Enedis, on vous présente le détail du prix. Et effectivement, selon la zone géographique où l'on va être, il va y avoir des subventions plus ou moins importantes. On est bien d'accord que en injection, la clé, c'est de réinjecter l'électricité que va générer votre centrale sur le réseau Enedis. Il est évident que si la parcelle, le bâtiment est à 800 mètres du point le plus proche de raccordement, ça peut mettre en péril le projet. Surtout si on est sur de la petite ou moyenne puissance. Quand on va aller chercher des projets à 300 ou 500 kg de puissance photovoltaïque, ça se lisse et c'est absorbé par la puissance du projet. Oui, c'est pour ça que ça se comprend en ville, que même qu'il y ait 60% à payer, ça arrive à passer. Mais en campagne, on a ce point faible là. Oui. Alors, c'est en ville pour le coup, nous on a d'autres problèmes, c'est les architectes des bâtiments de France. Mais rien n'est parfait. On les salue quand même. Bien évidemment. Qui souhaiterait intervenir, soit pour apporter donc un témoignage si vous avez vous-même monté un projet, poser une question, soit à Odin Soireau sur la partie financement du projet, soit à Clément Redon sur la partie plus technique. N'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est une chance de vous avoir là pour pouvoir répondre à toutes les questions. Moi, j'avais une petite question sur, voilà, est-ce que vraiment on peut considérer que le panneau solaire est une solution, on va dire, écologique ou voilà, respectueuse de l'environnement? Alors, moi j'en suis convaincu. Et c'est les chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. L'empreinte aujourd'hui carbone d'un panneau, comme vous le savez, aujourd'hui 90% de la production elle est asiatique, donc il y a le transport, il y a une empreinte sur les modules. D'ailleurs, pour répondre à certains projets où on va chercher un financement sur la génération de l'électricité que générera la centrale, c'est un paramètre qui est important. On estime environ 1 an et demi à 2 ans max le temps que va devoir travailler votre panneau et votre centrale pour effacer son empreinte carbone. Donc on sait qu'il y a 2 ans où on crée une énergie propre, locale, mais qui va effacer et annuler cette dette. Mais il reste encore 38 ans derrière où la centrale, elle va générer une électricité qui est propre et qui est verte. Donc oui, écologiquement, c'est intéressant. Il n'y a pas une bonne solution, hein. On parle de mix énergétique, le nucléaire en est une, le photovoltaïque en est une, les projets en méthanisation, l'éolien, voilà. Il faut vraiment aller chercher la diversité aujourd'hui dans la production d'énergie. Et en ce qui concerne le recyclage après des panneaux, une fois qu'ils sont en fin de vie, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, on travaille nous aujourd'hui avec un organisme, nos panneaux sont agréés PV Cycle Soren, c'est la filière de tri tout simplement des panneaux. Donc nous, quand on achète nos panneaux à notre fabricant, il y a une écotaxe qui est payée, qui fait que quand la centrale arrive en fin de vie, les panneaux repartent dans la filière de tri, donc PV Cycle Soren, et sont directement recyclés. Il n'y a pas de surcoût à payer pour le propriétaire de la centrale, si ce n'est de descendre les panneaux du toit et les mettre sur une palette. Et aujourd'hui, on recycle 95% d'un panneau photovoltaïque.
Merci beaucoup. On a encore quelques minutes si vous voulez intervenir, poser une question, réagir. N'hésitez pas. Oui. Je sais qu'on va parler de l'agrivoltaïsme après. Donc, mon point fort, c'était de mettre le maximum sur les toits quand même, pour éviter... mais je suis pour l'agrivoltaïsme aussi. Hein. Mon but, c'était de faire le maximum, occuper le maximum les toits. Est-ce que finalement, il n'y aura pas trop d'électricité à l'arrivée? Si on en met sur tous les toits, est-ce que les voitures électriques, c'est vraiment vrai que ça va arriver? Est-ce qu'il y a des prévisions là-dessus? Parce que... Alors, oui, et effectivement, aujourd'hui, les prévisions tendent vers un besoin électrique qui va se développer de plus en plus, un besoin en électricité. Donc, sur ce que vous disiez, s'il y en a trop, sans trop rentrer dans le détail du marché de l'énergie, mais il y a une interconnexion, on va dire, entre les pays voisins de la France, qui fait que quand sur le marché, la France va surproduire l'électricité, à ce moment-là, elle va être rebasculée chez nos voisins, elle va être achetée. Pendant la crise énergétique, l'Allemagne a vendu l'électricité à la France, alors qu'historiquement, c'est plutôt nous qui en exportons grâce au nucléaire. Donc tout ça, si vous voulez, c'est connecté et ça se régule. Gardez à l'esprit que l'énergie renouvelable aujourd'hui, telle que l'éolien ou le solaire, elle est ponctuelle, là où le nucléaire va être constant. Donc effectivement, ce que je vais vous dire, c'est bête, mais la nuit, votre centrale, elle ne va pas produire. Donc au final, tout ça, c'est lissé et c'est régulé sur les constantes du marché. Vous avez parlé de l'autoconsommation, vous n'avez pas parlé de batterie, ni de... comment on dit, virtuel, stockage virtuel. Oui. Est-ce que c'est des choses d'avenir aussi? Parce que ça résoudrait le problème de l'intermittence. Alors, le stockage virtuel, effectivement, représente des intérêts. C'est un modèle qui se cherche encore. On entend parler de beaucoup de choses. Ça se cherche, mais ça permet d'avoir des solutions qui sont pas inintéressantes. Alors, la batterie, premier exemple. C'est intéressant, mais dans certains cas de figure, le bon sens voudrait nous dire, bien évidemment, on met des batteries en stock et on pioche dedans quand on en a besoin. C'est les chiffres qui parlent. Et aujourd'hui, cette solution-là de stockage, elle a un coût. Et si vous voulez, pour venir l'amortir, ce coût, sur ce que va vous coûter le kilowattheure que vous allez venir piocher dans votre batterie, il y a moins d'intérêt. Aujourd'hui, mon retour d'expérience m'amène plutôt à dire que c'est intéressant selon le profil de consommation. Vous êtes un industriel, vous consommez énormément la nuit. Votre centrale, la nuit, elle ne produit pas. Par contre, en journée, vous générez du surplus. Eh bien là, ça va être intéressant de se poser la question. Est-ce que ce surplus, on le revend 13 centimes à EDF? Ou est-ce qu'on le stocke dans notre batterie pour venir nous l'autoconsommer parce qu'on est dans une période où EDF nous le vend 18, 20 ou 22 centimes? Là, il vaut mieux le stocker, effectivement. Est-ce qu'il y a des recherches sur les batteries? J'ai vu passer qu'il allait y avoir une amélioration formidable. Alors, mais je ne sais pas... Tout le marché est braqué là-dessus aujourd'hui et Tesla le premier qui avait annoncé une chute record du prix de ses batteries à hauteur de 70%. Donc oui, je pense que la R&D aujourd'hui sur les batteries de stockage est aussi importante que dans le photovoltaïque. Ouais. Oui, et puis pour l'empreinte carbone, je pense que nos politiques n'ont pas été à la hauteur du financement parce qu'il y avait une production à Clermont-Ferrand de panneaux photovoltaïques. Oui. Il suffisait que Nathalie Kosciusko-Morizet mette 1 ou 2 centimes de plus pour l'énergie française, et puis ça aurait passé. Hein. Alors, je veux dire, c'est une honte ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec vous, c'est un juste équilibre à trouver sans faire de parti pris. Aujourd'hui, la France, c'est le constat, c'est le dernier élève de la classe européenne sur le photovoltaïque. Pourquoi? Parce qu'on a été un pays souverain sur le nucléaire, ce qui a permis à notre industrie de bénéficier d'une électricité peu chère. Et effectivement, personne ne s'est encaparé de ce sujet-là. Les Allemands, oui, les Belges, oui, ils sont en avance. Et les Espagnols, en 4 ans, ont fait ce que nous, on a mis 15 ans à faire. Ouais. C'est pas le nucléaire qui a empêché le développement des panneaux, c'est la société qui est devenue un petit peu plus écologique et qui a mis des freins d'un côté pour... On va dire que c'est un tout, effectivement. Vaste débat, vaste débat. Bien, est-ce qu'on a encore une question pour Clément ou pour Odin sur le sujet du photovoltaïque? Je crois qu'on a fait le tour. On peut retrouver Terrelac sur son stand qui est... Exactement.
au niveau du mur au fond, légèrement sur votre droite. Voilà. On est à peu près à 30 mètres. N'hésitez Donc, pas à venir nous voir. N'hésitez pas à aller voir les équipes de Terrelac si vous avez des questions un petit peu plus précises ou que vous étiez un petit peu plus timide pendant cette phase de questions-réponses. On a bien entendu d'autres conférences sur le sujet du photovoltaïque. On va en parler encore demain en début d'après-midi. On va en parler vendredi également. Donc si vous avez envie de revenir, n'hésitez pas. Si vous voulez proposer ça à des personnes qui viennent sur le sommet et leur dire c'est formidable, va assister à la conférence sur le photovoltaïque dans l'espace Agora, n'hésitez pas non plus. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes, un petit quart d'heure, pour la conférence sur l'agrivoltaïsme. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir ou à rester avec nous pour cette prochaine conférence. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et merci à vous d'être venus nous écouter. Merci.